Lettre du grand camarade président fondateur du Parti panafricain pour le droit des couples du Gabon à l'Afrique et au monde. Le développement des nations et la croissance des pays sont une préoccupation majeure à la fois pour les dirigeants et leur population. Ce besoin est une nécessité en particulier dans les pays du tiers-monde, encore appelés le 1 tiers du monde. Le 1 tiers du monde représente en réalité le monde sensible où la majorité des populations semblent soumises à un mauvais sort ancestral, dont elles avaient du mal à se défaire jusqu'à ces dernières années. Il est important pour une nation qui souhaite véritablement aller de l'avant, de mener de profondes réflexions sur la condition de l'être, de l'homme et de l'humain, qui sont d'après la Déclaration universelle des droits de l'être humain 3 entités distinctes. Il est important pour toute civilisation qui souhaite se développer, à la fois mentalement que physiquement, de ne pas seulement chercher à copier ou mal copier des concepts que l'on ne cerne pas toujours de façon claire, et qui semblent limiter notre imagination. L'imagination est une arme puissante, que Dieu a placée entre nos mains, et nous devons religieusement apprendre à nous en servir dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre réveil, dans l'intérêt de notre renaissance, dans l'intérêt du progrès de notre civilisation. L'Afrique est une grande cour dans laquelle jouent de nombreux acteurs, et le lieu de prédilection où se jouera très probablement l'avenir du monde entier, par opposition au monde relatif. Les Hamites, bien que convertis depuis des siècles, ont été vraisemblablement manipulés et montés les uns contre les autres. Et aujourd'hui nombreux parmi eux sont marginalisés de manière injuste, ou minimisés généralement pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il est temps que les Africains s'arment de courage et commencent tous à essuyer leurs larmes, à poncer leurs blessures et se mettent ensemble pour bâtir leur continent, notre continent tel que Dieu le conçoit véritablement. Pour ce faire nous avons besoin de doctrines à la fois politiques, économiques, sociales, environnementales, et même religieuses qui reflètent non seulement la réalité, mais surtout la vérité. Un puissant vent de réveil souffle sur l'Afrique et les Africains au grand regret des antichamites ou anti-hamites nés ou convertis, qui ont toujours combattu le panafricanisme. Pour réaliser sa renaissance complète, l'Africain ne doit plus juste se contenter de faire la politique du ventre, des affaires pour s'enrichir à tout prix, des œuvres de charité pour se faire voir, de réaliser des actions humanitaires limitées, ou d'entretenir l'illusion d'une espérance, qui semble être condamnée à demeurer toujours loin des yeux, mais tous les jours près du cœur. Pour aller véritablement de l'avant et réussir toutes leurs entreprises, les descendants biologiques de Cham, fils de Noé, fidèles serviteurs et prophètes de Dieu, doivent également être des visionnaires au service du continent. Nous devons impérativement proposer au monde nos propres success stories, et penser à valoriser nos propres modèles de société. Si l'Afrique veut réellement atteindre une pleine croissance économique, elle doit en plus d'adresser des prières à Dieu, comprendre les lois de la nature qui régulent nos vies, nos esprits depuis des siècles. La recherche et la science sont deux moyens exceptionnels, mis à la disposition de l'intelligence des hommes et des femmes, sur lesquels s'appuie l'humanité depuis des générations. Elles doivent par conséquent être mises au service du prochain, de nos autorités, ou du pouvoir établi par Dieu et investi par son peuple dans la nation, qui lui est consacrée. Il est temps que les États africains d'ascendance hamite, leurs dirigeants porteurs de pouvoir et les populations détentrices de pouvoir se mettent véritablement au travail de manière cohérente et organisée. Par ailleurs, l'homme n'étant pas à l'origine consacré à travailler tout le temps, nous devons repenser nos moyens de divertissement, et nous efforcer de les rendre compatibles à nos vocations individuelles. Aussi, nous devons tous préférer au temps dédié, pratiquer des loisirs à valeur citoyenne, plutôt que des loisirs qui peuvent potentiellement aliéner notre conscience ou polluer notre morale, c'est-à-dire des loisirs à valeur non citoyenne. Si nous voulons vivre notre réveil véritable et total, notre renaissance ininterrompue et complète, et notre progrès inattendu et constant, nous devons nous donner un cap, et le suivre tous ensemble jusqu'à l'avènement de notre pleine croissance formelle et de notre développement achevé. Maël Kombila au carré. Déclaration de création du Parti panafricain pour le droit des couples, rédigée par le grand camarade et président Koma le grand métaux réformiste, publié dans le Code de conduite de la conscience noire.
peuple du Gabon, habitants des zones rurales, urbaines et périurbaines, Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes résidant sur le territoire national et à l'étranger. C'est en ma qualité d'homme d'état de conscience, de grand observateur avisé de la société, de la vie politique nationale et internationale qu'il m'a été permis de me présenter devant vous, afin de vous annoncer solennellement en ce jour, la naissance de l'enfant prodige de l'Afrique, la création d'une nouvelle entité politique dans notre pays le Gabon, baptisé Parti panafricain pour le droit des couples, Papadrokou. S'il convient de rappeler que l'arrivée de cette nouvelle formation politique intervient dans une conjoncture nationale et internationale spécifique, il est tout aussi important de souligner que cette nouvelle naissance correspond au positionnement dans l'univers politique d'une nouvelle étoile, à l'apparition dans le ciel étoilé d'une nouvelle galaxie politique, mais surtout à l'introduction de notre peuple dans une nouvelle phase de son histoire, celle des Chamites, aux portes du chemin initiatique vers une élévation libre, ciel. Cette étoile représente le Parti panafricain pour le droit des couples du Gabon, qui a pour vocation principale de refléter la vérité et d'orienter des hommes et des femmes ayant faim, ou errant sans véritable avenir dans le désert de la société, abandonnés et exposés au sort devant l'histoire, mais surtout devant Dieu. Cette étoile a pour but de servir de phare à des personnes et des personnalités, ayant en eux le fort désir et la volonté de grandir, de sortir enfin d'une mentalité de colonisé ou néocoloniale propre aux hommes primitifs, aux habitants des cavernes pour rejoindre définitivement la terre promise au temps de l'espoir par le grand réveil, la grande renaissance et l'ultime progrès de la civilisation du continent noir. Cette civilisation dont nous vous parlons, n'est pas une civilisation divisionniste. La civilisation dont nous vous parlons, n'est pas une civilisation d'incohérence. La civilisation dont nous vous parlons, n'est pas une civilisation exclusivement individualiste. La civilisation que nous voulons mettre en avant, n'est pas non plus une civilisation antidémocratique, ou sans valeur politique. La civilisation que nous voulons mettre en avant, n'est pas non plus une civilisation intolérante, allergique au couple et au panafricanisme. La civilisation que notre parti politique compte porter et défendre a des origines bibliques. En ce sens, elle est légitime, universelle et d'ordre divin. Elle est en l'occurrence par ascendance hamite ou chamite. Les chamites sont pour Cham ce que les sémites sont pour Sem. Par ailleurs, pour les chamites le mot Cham, s'écrivant C-H-A-M est l'alliance de C tiré du nom Christ, et de la racine, Am, tiré du nom Abraham. Ainsi, le nom Cham, contrairement à ce que les anti-hamites ont tenté de nous faire croire depuis des générations, n'est pas synonyme de malédiction. Cham, qui est également la racine du mot champion, est au contraire un nom sacré source de bénédiction céleste. Il est la combinaison parfaite entre le Fils de Dieu incarné par le Christ, et le Père de la foi des principales religions monothéistes, judaïsme, islam et christianisme, représentés par Abraham. Aussi, les descendants de Cham, dont le nom représente la double incarnation du Fils de Dieu, et du Père de la foi, revendiquant le lien naturel avec ce personnage biblique largement béni par Dieu. Par cet acte légitime, nous voulons montrer au monde qu'il n'est plus question pour nous de nier nos origines devant Dieu, donc de substituer la nature divine originelle en nous. Il n'est plus question pour nous de systématiquement rejeter des valeurs susceptibles de renforcer notre identité céleste et de nous conférer une valeur inestimable que nul ne pourra ni nous enlever ni nous arracher. Il est tout simplement question pour nous, peuple noir d'Afrique et de la diaspora, de revendiquer politiquement qui nous sommes devant l'histoire, mais par-dessus tout devant Dieu. Aussi, vous l'aurez compris, notre organisation politique, en plus d'avoir une vision universelle de la politique, entend révolutionner la manière de faire de la politique au Gabon, en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi nous vous invitons massivement à rejoindre la voie politique du changement positif au Gabon. Nous avons cité le Parti panafricain pour le droit des couples. D'ores et déjà sachez, peuple gabonais, que nous vous estimons au plus profond de nous. C'est pourquoi nous manifestons le souhait de vous compter parmi nos membres d'honneur, adhérents ou sympathisants, maintenant, dès aujourd'hui le plus tôt possible, car l'ouvrage que nous avons commencé à bâtir est gigantesque et les ouvriers de talent affectés à sa construction demandés.
peuple du Gabon, habitants des zones rurales, urbaines et périurbaines, Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes résidant sur le territoire national et dans la diaspora. Le Parti panafricain pour le droit des couples est notre enfant à tous. Attachons-nous à lui. Instruisons-nous par lui. Offrons-lui une éducation de qualité. Permettons-lui de grandir en toute sérénité, car nous sommes sa genèse, et lui vraisemblablement notre plus beau et plus grand héritage pour le monde. Il est certainement notre projet d'aujourd'hui, mais plus que jamais notre réalisation de demain la plus aboutie, la plus complète. Âme du Gabon, esprit du Gabon, couple du Gabon, en mon nom personnel et au nom de ma famille politique, nous vous prions de croire en notre ouverture d'esprit et en notre amour fraternel. Nous prions que Dieu nous garde tous en bonne santé, dans les temps difficiles comme dans les saisons d'abondance. Qu'il accorde à la mère patrie une sécurité totale et une prospérité millénaire. Que Dieu bénisse ma famille politique, que Dieu bénisse abondamment le Gabon, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Maël Kombila au carré. Présentation de notre organisation politique. Notre organisation portant la dénomination de « Parti panafricain pour le droit des couples », PAPADROCOU, est comme son nom l'indique, un parti politique ayant le statut au Gabon d'association privée à but politique. Elle a pour vocation non seulement de faire de la politique, mais également d'encadrer des hommes politiques. Notre organisation a des aspirations politiques, économiques, sociales, environnementales ou religieuses inspirées du panafricanisme, et basées sur notre principale doctrine qui est le chamisme d'État. Par ailleurs, notre parti a une mission pour l'Afrique, portant notamment sur 3 points, à savoir un réveil véritable et total, une renaissance réelle et complète, un progrès inattendu et constant de l'Afrique et des Africains. Pour remplir à bien cette dernière, nous nous sommes fixés des objectifs à court, moyen et long terme repartis sur 3 axes principaux qui sont 1. La formation, l'organisation et l'implantation des structures de base du parti, dans des régions stratégiques, sur toute l'étendue du territoire national et au-delà. 2. Le recrutement et la formation des futurs cadres du parti, qui seront intégrés au sein des instances dirigeantes, selon un mode de désignation ou de nomination interne. 3. La mobilisation de ses membres actifs, sympathisants, adhérents, qui sera suivi de la participation active à la vie politique locale de manière constructive, dans un cadre purement formel et républicain, pour le développement de la nation et la croissance du pays. Toutefois, pour parvenir à atteindre sereinement, et d'une manière performante nos objectifs, nous avons dû envisager, imaginer, développer une approche qui est à la fois immatérialisme et non pécuniaire. Cette dernière s'appuie notamment sur une fondation constituée de 3 acceptions qui sont les suivantes. Première acception. La politique ce n'est pas seulement qu'une question d'argent ou de marchandage matériel. La politique c'est avant tout une question de prise de conscience, de valeurs et de valeurs ajoutées, d'idéologie, de croyances aussi, mais en plus d'action et de motivation personnelle en faveur d'un collectif, dans un cadre bien formé, organisé, structuré, fonctionnel et opérationnel, ayant une nature légale mais également un caractère légitime. Seconde acception. La politique dans la durée est avant tout une question de carrière méritée, un parcours d'engagement, une succession de fermes résolutions, plusieurs vues d'opinion, de croisements de points de vue, d'ambitions encadrées pouvant aboutir à l'acquisition d'une forme de grandeur naturelle, mais en plus une question d'idées brillantes, de démesure intellectuelle de personnes bienveillantes, ou éclairées mises au service du peuple, de la nation, de l'État, de la République dans l'intérêt de chacun, et de tous. Troisième acception. La politique est finalement avant tout une question de vision et de visionnaire, accordée dans un seul corps et jouant au même rythme. Aussi la politique vous donnera tout, si vous lui accordez de l'intérêt, et lui consacrez du temps. Lorsque Dieu dans son infinie bonté, insuffla la vie à la toute première créature à son image, et qu'il la plaça dans le jardin d'Éden avant de l'établir en qualité de dominateur absolu, il établit systématiquement la première dictature sainte de l'humanité.
toujours dans son infinie bonté Dieu, ne se limita pas qu'à transmettre à l'homme un patrimoine immense, un héritage exceptionnel à la hauteur de sa grandeur spirituelle, à la dimension de sa majesté. En plus de tout cela, Dieu donna également à l'homme une mission des plus nobles. Celle de cultiver et de garder le jardin, c'est-à-dire celle de faire prospérer son patrimoine librement acquis ou constitué encore appelé partie du moi, mais également d'en assurer une protection totale et une sécurité optimale. L'homme politique est donc par ascendance, un acteur important qui contribue au développement des nations et à la croissance des pays. Le principal but de notre organisation politique. Notre principal but est d'apporter et d'offrir un certain nombre de remèdes capables de traiter, de contenir et d'éradiquer définitivement un certain nombre de maux qui minent la société à laquelle nous appartenons. Nous ne venons pas pour nous servir du peuple, mais pour offrir au peuple un service de premier choix réservé habituellement à de hautes personnalités, à l'élite ou à des citoyens de zone prioritaire, par opposition aux citoyens de seconde zone. Les solutions efficaces et de tout point de vue excellentes, que nous préconisons et que nous nous proposons par bonne foi de mettre à la disposition des plus méritants de la masse, ne sortent pas ex nihilo. En effet, au-delà d'un travail de recherche rigoureux, minutieux, approfondi et objectif, elles sont le produit ou le fruit de la volonté des frères de l'évangile du Gabon, à d'abord élever notre nation selon la volonté de Dieu, ensuite à relever notre pays comme nous l'a instruit Jésus-Christ notre Seigneur, et enfin de faire en sorte que chaque citoyen de notre nation se révèle sous son plus beau jour, par l'action du Saint-Esprit, qui conduit et dirige toutes choses de façon admirable, si ce n'est miraculeuse. Par ailleurs, notre engagement résulte également d'observations et d'études faites sur le terrain, qui nous ont en substance montré qu'il existe dans la société actuelle, un véritable besoin et un certain désir chez nos populations, de s'affranchir de certains fléaux non seulement nuisibles pour l'intérêt général, mais qui perturbent également leur bien-être, voire portent atteinte quotidiennement à leur mode de vie. Ces fléaux qui sont à l'image des plaies d'Égypte au temps des pharaons, contribuent à un mal-être social profond, qu'il convient de traiter, si l'on ne veut pas que notre destinée, et celle des générations futures ne soit hypothéquée, voire totalement compromise. Au risque que notre propre situation ne s'envenime davantage, que l'on aille de mal en pis. Ce vent de destruction qui fait grincer de nombreuses dents, aurait, semblerait-il, délibérément été lancé contre notre mère patrie, non pas par Dieu mais par les anti-Hamites ou anti-Chamites. Ceux-là même n'ont jamais eu aucun mal à se présenter comme des suprématistes blancs, des colonisateurs sans foi ni loi, des néocolonisateurs sous couvert, ou des racistes indissolubles. Nous parlons de ceux-là même qui ont toujours tenté injustement de justifier la division du genre humain, le commerce d'êtres humains légalisé des descendants de Cham, ou la saignée massive du peuple noir, mais encore la prétendue mise au banc de ce dernier, visant à tenir les populations noires hors du tracé de l'histoire, et loin de la carte du progrès. S'il est important de noter que cette saignée mondiale peut être aisément qualifiée de génocidaire, il convient également de faire remarquer que le phénomène planétaire de la traite négrière selon l'interprétation des missionnaires, ayant ouvert la voie de la colonisation trouverait ses racines dans la Bible, lire Genèse 9 versets 18 à 29. Si aujourd'hui encore, l'interprétation de ce passage entretient de nombreuses polémiques, car ayant justifié selon de nombreux points de vue l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination des plus forts sur les plus faibles, il n'en demeure pas moins que le fait qu'il ait contribué à moraliser l'esclavage est considéré par de nombreux avis comme véritablement scandaleux. Aussi, il paraît plus qu'évident que les maux dont souffre l'Afrique et ses populations, sont dus aux activités malsaines de forces occultes, de mouvements malveillants, mais encore de plusieurs sociétés secrètes, qui veulent que nous n'existons que par le moyen de leur assistance, comme si nous étions volontairement maintenus dans un coma artificiel, comme si nous et nos enfants sommes nés pour vivre indéfiniment à leurs dépens, c'est-à-dire que nous demeurions pour toujours sous le joug de leur domination totale. De même leur souhait inavoué, ne serait-il pas que nous ne connaissions que le chaos et la destruction, la prison plutôt que la liberté, la déchéance et jamais la gloire, les conflits à répétition, et en aucun cas une paix durable.
Ces personnes mal intentionnées veulent que notre grande maison, l'Afrique, demeure éternellement un berceau à ciel ouvert, servant de lieu d'habitation à de nombreux adultes. Ce qui est totalement absurde pour toute âme sensée et véritablement avisée. Les ennemis intérieurs et extérieurs de notre continent ne veulent surtout pas que notre continent, qui est aujourd'hui ironiquement appelé berceau de l'humanité, ne devienne dans les discours et dans les faits, territoire de progrès mondialement reconnu, une nouvelle terre ou notre terre promise. En dépit de tout, il est important de comprendre que ces fléaux dont nous faisons allusion, et qui affectent de nombreux domaines de notre vie, semblent aisément se transmettre d'une génération à une autre, dans notre société au vu et au su de tout le monde. Le pire est que certains parmi nous ont du mal à se défaire de ce qui semble être une malédiction, vraisemblablement issue de l'action de la sorcellerie sous tous ses aspects. Parmi ces fléaux destructeurs ou autodestructeurs, il y a ce que l'on pourrait appeler adroitement le phénomène de la maladie, dont le nom serait inspiré de l'expression « le maladie » ou de la « malédiction ». Ces produits ravageurs à l'évidence sont probablement le fruit d'une malformation génétique, et la cause de nos mauvaises pensées, de l'acquisition d'une mentalité médiocre et d'une moralité douteuse, d'une volonté diabolique, satanique ou démoniaque, qui a pour conséquence d'entraîner les fils de Dieu à se détourner de la voie royale, pour les plonger dans l'enfer sur terre en préparation de l'enfer sous terre. Cette situation problématique fait que certains parmi nous ne sont pas seulement que des malades conscients ou publics, mais ils sont aussi, sous certaines conditions, soit des malades qui s'ignorent, soit des malades imaginaires. Aussi, parce qu'il est impérieux d'engager un combat, une lutte aussi légitime soit-elle, sans faire un diagnostic de son état, nous avons cru qu'il était plus que pertinent d'entreprendre le nôtre. Ainsi, les résultats qui en ressortent ont été rapportés. Notre faiblesse, elle réside dans le fait que nous ne pratiquons pas une politique de surface, c'est-à-dire une politique d'achat de conscience, une politique de démagogie campagnarde notoire, une politique fantasmagorique et maraboutique, une politique de retard en tout et pour tout, une politique sans fondement théorique et malvenue, une politique de déjà-vu, une politique de sapeur-plombier, une politique de sapeur-pompier pyromane. Notre force. Nous pratiquons une politique de fond, c'est-à-dire une politique de consultation et de consentement mutuel, une politique de critique pertinente et utile pour chacun et pour tous, une politique visionnaire rationaliste d'intérêt nationaliste, une politique réaliste et pragmatique sociétale, une politique d'avancement et de dépassement circonstanciel pour la nation, le pays, la République, une politique logique et d'adaptation conjoncturelle, une politique rigoureuse et disciplinaire commune, une politique originale et inventive, une politique de contemplation et imaginative, une politique d'alerte, de secours, de sauvetage, de prise en charge et d'accompagnement de proximité. Qu'entendons-nous apporter en tant que parti politique à la société ? En qualité de parti politique, nous comptons contribuer directement à la diversification de l'offre politique, et par la même occasion impulser une dynamique nouvelle dans la vie politique de notre nation. Il est donc par conséquent question pour nous, de participer activement à l'émulation de l'expression démocratique dans notre pays, mais également au-delà. De même, nous ne voulons pas juste être vus, perçus comme une force d'opposition, ou un simple parti juxtaposé n'existant qu'à travers une majorité largement contestée et contestable. Notre ambition légitime est d'abord d'exister par nous-mêmes, dans l'intérêt de la nation, d'influencer toute une génération de jeunes, de moins jeunes mais également de seniors, et de nous ériger en véritables acteurs outillés, accompagnant fidèlement, avec la plus grande énergie, notre pays dans son processus de développement durable et de croissance économique. À ce titre, il n'est donc pas question pour nous de nous désolidariser de notre peuple quelle que soit sa position, sa situation et son état.
Il n'est donc pas question pour nous de rester insensibles devant la souffrance de nos populations, ou de faire la sourde oreille face aux appels à l'aide de nos concitoyens, qui s'accompagnent généralement de demandes concrètes, face à des problèmes réels, et d'un besoin légitime de faire dignement face à ces derniers, ou dans le cas échéant, de les permettre d'en sortir dans des délais raisonnables par des moyens d'assistance performants. Il n'est enfin pas question pour nous de rester en marge des débats publics, qu'ils soient à l'initiative des parlementaires, des autorités en fonction, de la société civile dès lors que notre démarche s'inscrive dans le cadre du droit, en accord avec la Constitution de notre pays. Quels sont nos atouts et handicaps liés à l'exercice de notre fonction politique? Dans le cadre du mandat reçu, handicap à notre autorité et au pouvoir d'état de conscience, cœur de pierre, sens rouillé, mental d'acier, atout pour notre autorité et au pouvoir d'état de conscience, cœur d'amour, sens aiguisé, santé de fer. Quelles sont les menaces auxquelles nous pouvons être confrontés et des opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous sur notre chemin politique? Menaces, encore appelées virus. Axe du mal. Approche individuelle. Impérialisme contemporain. Capitalisme régressive. Démocratie alternée. Immigration massive et chronique. Capitalisme assisté. Autoritarisme d'État et le despotisme culturel. Opportunite, encore appelé antivirus. Axe du bien. Approche sociétale. La conception universelle de la sagesse. Le chamisme d'État. Les loisirs à valeur citoyenne. La digitalisation de la conscience noire. Le communisme et la métaux-réforme. Le couplisme institutionnel. Pourquoi avoir créé le Parti panafricain pour le droit des couples? Les raisons de création de notre parti politique, ayant statut légal d'association privée, sont multiples et variées. En effet, elles sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Elles partent aussi bien d'observations politiques, économiques, sociales, environnementales, que religieuses. Elle s'appuie notamment sur une étude de terrain citoyenne, menée par le cabinet Sirpan à la demande de membres du mouvement des couples de cran et couples d'écran, Moko-Krakoe. Cette étude a permis de constater qu'il existe un déficit important évident au Gabon, en Afrique et même au-delà en matière d'organisation politique consacrée à la défense, mais également à la valorisation de l'entité originelle représentative du foyer qui est le couple, c'est-à-dire l'association d'un homme et d'une femme, ayant atteint leur majorité légale, vivant en union maritale civile, traditionnelle ou informelle connue et reconnue. Cette dernière affirme que le modèle individualiste actuel, qui n'est plus limité au seul cadre économique, contribuerait à créer des situations de conflits chroniques qui portent atteinte à la vie de nombreux couples. Il serait également responsable de la perte de valeurs familiales, et à l'origine d'une modification de la structure sociale qui adopte des modèles de plus en plus individualistes, dépravés, immoraux et décadents. Ces tensions qui existent entre personnes exerçant leurs relations de couple, dans l'idéal théoriquement consentant et désintéressé, dans ou en dehors du cadre du foyer, créent vraisemblablement une crise de confiance entre partenaires, qui tend à se généraliser à tous les niveaux, d'une génération à une autre dans l'indifférence totale de la société civile, et des acteurs politiques, qui préfèrent focaliser leur attention plus sur leur ambition politique, leur envie pécuniaire, leurs conflits personnels que sur les unités de couple en dégradation ou en dislocation, dont la défense et la valorisation devraient pourtant être une priorité d'État, étant donné son importance dans la cité, ou au sein même de la nation. Aussi, suite à la persistance des phénomènes substantiellement cités précédemment, et leurs effets néfastes au niveau national dans le temps, nous avons cru qu'il était plus que pertinent d'introduire les problèmes liés au couple dans l'arène politique, par le biais d'une organisation spécialisée, et ainsi d'envisager des solutions adéquates ou appropriées globales, durables pour le bien de la nation, du pays tout entier, voire de la République pro-coupliste. Quelles sont nos intentions pour le Gabon ?
Après plus de 50 ans d'indépendance officielle et d'accès à la souveraineté internationale, nul ne pourrait nier que notre pays, à l'instar de nombreux pays d'Afrique, au temps pré- ou post-coloniaux, après avoir été lié par des accords occultes, a été longuement exposé à de nombreux maux sur plusieurs générations. Qu'ils soient d'ordre socio-économique, politique, institutionnel, humanitaire, géostratégique, communautaire ou intercommunautaire, nous avons tous, chacun à notre niveau, de près ou de loin, eu à payer les frais, ou été les victimes de ces derniers. Nous avons pour la plupart d'une certaine manière, été les témoins directs ou indirects de nombreux cas d'injustice et de violation des droits de l'homme, tous devant l'histoire mais surtout devant Dieu. Presque personne n'est innocent, presque personne n'est neutre. Nous avons chacun, à notre niveau, notre part de responsabilité individuelle et collective. Nous n'allons pas citer ici tous les événements troubles qui ont eu à marquer l'évolution de nos jeunes États, car théoriquement nous les connaissons tous plus ou moins. Nous estimons qu'après plus de 3 siècles d'esclavage légal et de colonisation, et après plus d'un demi-siècle de néocolonisation, l'heure n'est plus au discours pompeux, ou aux politiques mal arrimées au contexte local. Désormais nous estimons qu'une priorité doit être donnée aux actions pacifiques mais offensives, dans le cas échéant défensives. Nous avons longtemps pleuré, aujourd'hui le temps est à la consolation. Nous avons largement saigné, mais aujourd'hui nos blessures ont cicatrisé. L'heure n'est plus aux lamentations, mais plutôt à une véritable prise de conscience individuelle et collective de notre plein potentiel, et d'une mise en mouvement véritable de nos engagements, dans le strict cadre du droit. Le temps est venu où nous devons mobiliser l'ensemble de nos ressources disponibles, et chercher à acquérir de nouvelles pour relever notre pays, mais surtout bâtir une nation plus forte, plus digne, dans laquelle il fait bon d'y être et bon d'y vivre. Le temps est venu pour les plus aguerris de former des disciples dévoués et loyaux, à qui ils transmettront la lourde responsabilité de porter la lanterne, qui éclaire le sillon de notre peuple dans sa marche vers sa destinée, avec Dieu qui l'a consacré à le servir, et avec qui il entend tisser une alliance nouvelle, une alliance forte. Nous parlons de ce Dieu avec qui il espère demeurer, et marcher pour l'éternité, sur la terre et dans le ciel. Nous croyons que l'élévation de la conscience noire ou du peuple noir longtemps marginalisé, doit aujourd'hui plus que jamais, être considérée comme un combat politique, mais également une œuvre d'utilité publique, mise au cœur de l'action gouvernementale ou citoyenne pour soutenir le développement durable. Nous croyons qu'un plan spécial peut permettre à l'Afrique, à ses nations, et au Gabon qui en fait partie, de sortir de l'ère néocoloniale, pour entrer enfin dans une nouvelle ère, l'ère chamite, c'est-à-dire le temps de l'autonomisation totale et de l'indépendance véritable des descendants de Cham, fils de Noé, fidèle serviteur de Dieu et grand patriarche du second ordre mondial. Nous croyons au plan, CONAM, couverture nationale millénaire, pour la prospérité et la sécurisation du Gabon, qui s'inscrit dans le cadre d'une politique panafricaine pro-chamite baptisée « Bouclier du Sud ». Cette politique défendue et portée par notre organisation, est mise en application dans notre projet de société pro-pan démocratique, programme panafricain pour les nations émergentes et démocratiques, qui fera l'objet d'une campagne nationale durant une période donnée. Il sera question pour nous non seulement de recueillir les avis des uns et des autres, mais aussi de consulter notre peuple, sur ce que nous entendons réaliser, sur la manière dont nous comptons nous y prendre, et ce que nous attendons réellement de nos sympathisants, de nos adhérents, de l'ensemble de la société civile, mais surtout de la classe politique de tous bords. Il s'agira également pour nous d'inviter les uns et les autres, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire et devant Dieu, devant le peuple et nos enfants, face aux défis à relever pour asseoir un véritable réveil des élites et du peuple, faciliter la renaissance de notre civilisation, et rendre effectives les différentes phases de progrès de notre matière grise, qui aboutiront à l'élévation de la conscience noire, ou du peuple africain. Quels sont nos souhaits les plus urgents ? Notre souhait le plus imminent est que vous preniez contact avec nous, dans l'intention de prendre part à nos différentes rencontres virtuelles ou physiques, portant sur le recrutement, la formation des cadres et futurs cadres, l'organisation et le fonctionnement de notre association politique républicaine.
Notre souhait le plus ardent est que vous vous imprégniez de notre vision, que vous compreniez véritablement notre engagement, notre démarche patriotique, et que vous vous y conformez naturellement en toute connaissance de cause, en toute bonne foi, mais surtout avec la volonté soutenue de devenir un maillon fort de la chaîne humaine que nous sommes en train de progressivement constituer. Notre souhait le plus imminent est que vous preniez la ferme résolution d'être désormais un acteur engagé, qui participe activement à la vie politique dans le strict respect de l'éthique politique, propre à notre structure et dans le cadre spécifique du droit national et international. Notre souhait le plus ardent est que vous fassiez le choix de vous joindre à notre regroupement et de vous distinguer par vos qualités, mais aussi que vous mettiez vos attributs, ainsi que vos compétences personnelles, vos différents talents innés ou acquis, au service du parti, dès lors qu'ils peuvent constituer un facteur d'expansion et favoriser son enracinement politique. Notre souhait le plus imminent est que vous fassiez montre de motivation, dans les responsabilités que le parti à travers son appareil de commandement vous assignera, ou les tâches qui vous seront confiées, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de notre jeune parti politique, mis au service du peuple, dans l'intérêt absolu de la République dont le cœur est selon nous chamite, le royaume de Dieu. Notre souhait le plus imminent est que vous donniez un sens à votre engagement, en tant qu'ouvrier du parti en nouant des liens privilégiés non seulement avec l'ensemble de notre confrérie, et de la sororité qui forme notre grande camaraderie, mais également avec le reste des acteurs de la société civile et animateurs de la vie politique nationale et internationale, car nous appartenons tous à une seule et même famille, la famille universelle des droits de l'homme, et des droits de l'être humain, qui croit à l'édification d'un monde meilleur, plus juste, plus paisible, plus prospère, plus sûr, où chacun de nous a sa partition à jouer dans le concert des nations. Notre souhait le plus ardent enfin est que vous deveniez un cadre bien formé, qui saura porter honorablement au plus haut niveau les couleurs et l'étendard du Parti panafricain pour le droit des couples, Papa Drokou. La nature de ceux qui nous persécutent et qui nous combattent au quotidien. Des géants aux pieds d'argile, qui s'affaiblissent sous la pression des vagues, contestations légitimes et successives de la rue, ou s'effondrent sous le poids des eaux en mouvement, lutte ou combat politique emmené par un courant politique révolutionnaire, c'est-à-dire dont l'Assemblée constituante et les membres sont les principales sources d'une révolution anticipée ou programmée par Dieu, au bénéfice de son peuple ou de son immense majorité. Par ailleurs, l'eau en mouvement renvoie également à une organisation, un organisme ou un organe, qui accompagne une révolution, autrement dit qui est déclaré et reconnu comme un témoin actif direct de cette dernière. Des dinosaures politiques. Espèces préhistoriques en voie de disparition post-révolution électorale. Leur extinction favorisera l'émergence d'une nouvelle espèce, nouveau régime égale nouvelle garde égale jeune garde plus garde des anciens, qui aura su s'adapter au changement ambiant, ou à la conjoncture, car passé par une phase d'hibernation. Des statuts d'idolâtres. Personnes, personnalités ou personnages qui font la politique du voile noir. Cette dernière consiste à faire de soi-même ou de son groupe un objet de culte, que l'on vénère, que l'on adore ou que l'on considère abusivement ou par excès comme des dieux sur terre, dans une région, une nation, voire une localité. Ils ont pour fonction principale d'occulter une réalité historique, un fait lié à un événement ou un phénomène naturel par des méthodes généralement illégales, illégitimes et impopulaires. Tous ceux et celles qui croient en eux font d'eux des idoles, qui n'ont pas leur place ni dans le royaume de Dieu, ni dans la nation qui lui est consacrée. Par contre, ils ont leur place soit dans un cimetière, soit en enfer, c'est-à-dire là où siègent les autorités représentant ou constituant l'axe du mal, les autorités diaboliques, sataniques et démoniaques. Des momies, qui sont semblables à des corps sans vie, embaumés à la gloire d'un système ou d'un régime d'impies adeptes de la sorcellerie, largement corrompus, et qui s'accrochent à tout prix au pouvoir. Le gouvernement établi par ce modèle a tendance à exercer une autorité amorphe, contre-productive, absurde, qui sert des intérêts de groupuscules antidémocratiques, ayant pris en otage la majorité des richesses d'une nation ou d'un pays. Des morts vivants, individus anormaux ou marginaux de la société, n'ayant pas encore entamé leur processus de réveil véritable, de renaissance complète et de progrès constant.
ces derniers sont exposés à de nombreux dangers et des menaces intérieures et extérieures à la nation. La véritable nature des membres actifs de notre organisation politique. Des anges envoyés par Dieu. Ensemble des émissaires ou des représentants, des ambassadeurs ou des défenseurs du royaume de Dieu sur terre, par opposition à sous terre et sous mer, voir la théorie de la caverne extensive de Combine parue dans LVC au cœur du développement et de la croissance économique, et publiée aux éditions Manoir, agissant dans le cadre de recommandations ou d'un mandat divin. Des forteresses imprenables. La maison du grand roi des frères de l'Évangile, c'est-à-dire les membres de la mission des âmes et des intelligences au service des oins des nations du grand roi. Des montagnes rusées. Des hommes et des femmes importants et mystérieux que des kidams méchants, de mauvaise foi ou mal intentionnés tentent d'approcher et de connaître par la ruse, pour ensuite mettre en évidence leurs points faibles, déclencher leur plan machiavélique et macabre consistant à envisager leur autodestruction, ou mettre en place une ou plusieurs stratégies de destruction, de leur matière noire, progressive ou subite de notre peuple, la masse, ou de leur matière grise, ou de leur matière verte. De leur jardin, qui est à la fois précieux, ludique, attrayant, attractif et rentable pour eux. Des héros de la civilisation chamite, et de la République et de l'État souverain. Voir la théorie des héros parue dans LVC au cœur du développement des nations et de la croissance des pays. Des immortels et des légendes vivantes. Car nous sommes chamites, qui descend de Cham, fils de Noé, frère de Sem et Japheth, mais en plus contribue à sa réhabilitation officielle et sa restauration dans la nation devant Dieu mais aussi devant l'histoire, mais surtout enfants et créatures de Dieu. Mais également parce que nous œuvrons à l'édification et au développement du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel, tout en assurant la continuité de l'œuvre de Dieu sur un territoire qui lui appartient. Notre action est principalement centrée sur une formation sûre et appropriée, une éducation républicaine excellente et des enseignements d'ordre supérieur performants, utiles et nécessaires à la fonction de soldat de Dieu. Quelles sont les 12 règles de base des cadres du parti divite d'ascendance chamite baptisé Papa Droku? Règle numéro 1, premier mois, portant sur l'homme et l'autorité. L'homme est un animal politique. Autrement dit, la politique est pour l'homme ce que le sens olfactif est pour l'animal. Tout homme établi par Dieu sur terre pour régner et investi par son peuple est obligatoirement habité par la pape, prédisposition à l'autorité et au pouvoir d'État, mais aussi nourri par le pape des prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes et docteurs, ou conduit par un pape, prédisposé à l'autorité et au pouvoir de l'Église. Règle numéro 2, deuxième mois, portant sur la politique, l'autorité et le pouvoir. Dans un état de droit, la politique est la seule véritable voie d'accès à l'autorité et au pouvoir d'État légitime et d'ordre divin. Règle numéro 3, troisième mois, portant sur la politique et sa condition d'existence. La politique n'a de valeur dans l'état de droit, que si et seulement si, elle incite au dialogue social, et elle associe l'art de la diplomatie dans son mode, mise en œuvre demandant un effort, de gestion quotidien des crises et des conflits politiques, économiques, sociaux, environnementaux et d'ordre religieux. Règle numéro 4, quatrième mois, portant sur l'État et le mouvement. La notion d'État est opposable à celle du mouvement. L'un est une constante, pendant que l'autre est une fonction variable. Ils n'ont par conséquent ni la même nature, ni la même fonction dans une nation, dans un pays, dans une république autonome, indépendante et souverainement constituée. Règle numéro 5, cinquième mois, portant sur le concept de l'âge. L'âge est selon la Déclaration universelle des droits de l'être humain, l'approche sur la gestion de l'État. Elle peut s'exercer dans le cadre de l'état de droit, ordre civil, de l'état de non-droit, ordre anarchique, ou de l'état d'urgence déclaré, ordre militaire ou crise sanitaire. Il est capital d'assimiler cette notion et d'en faire l'expérience, si l'on veut développer notre éthique politique, et espérer avoir de bonnes bases en matière de gestion quinquennale. Les principaux domaines constitutifs du quinquennat sont au nombre de 5, à savoir la politique, l'économie, le social, l'environnement et la religion. Règle numéro 6, sixième mois, portant sur le critère d'influence dans la République.
Pour avoir du poids dans l'état de droit, donc, peser, dans la société, il faut recevoir une éducation de base, entrer en possession de connaissances d'ordre supérieur ou développer des compétences spécifiques ou techniques appropriées, portant soit sur la politique, soit sur l'économie, soit sur le social, soit sur l'environnement, soit sur la religion. Règle numéro 7, 7e mois, portant sur la matière conceptuelle. Les principales matières caractérisant la vie en société sont la matière noire, la matière grise et la matière verte. La matière noire représente l'ensemble des problèmes auxquels peut être confronté un être humain. Par contre, la matière grise incarne l'ensemble des solutions mises en lumière et la matière verte l'ensemble des loisirs à valeur citoyenne ou non citoyenne. Règle numéro 8, 6e mois, portant sur la pesée. La pesée est un système universel de masse, populaire ou non populaire, c'est-à-dire qui concentre les 5 domaines clés qui influencent notre monde et qui peut déterminer notre mode de vie, à savoir la politique, l'économie, le social, l'environnement et la religion. Règle numéro 9, 9e mois, portant sur l'idée de la masse. La pesée est un système de masse, populaire ou non populaire, propre à un corps matériel ou immatériel, et un indicateur de valeur formelle. Elle constitue un facteur déterminant du poids d'un corps dans la nation ou un pays. Règle numéro 10, 10e mois, portant sur la masse et l'âge. La masse est fonction de l'âge et la notion d'âge est un facteur déterminant du temp, contraction de tempérament, naturel. La masse, l'âge et le temps sont par conséquent intimement liés. Il dit qu'elle compte parmi les principales caractéristiques de l'homme. La masse, l'âge et le temps sont interdépendantes. Règle numéro 11, 11e mois, portant sur la proscription. Il est formellement mal intentionné et pas recommandé de faire de la politique, en se servant du peuple comme marchepied. De même, l'idée de faire de la politique pour se servir est une attitude immorale et foncièrement mauvaise. Règle numéro 12, 12e mois, portant sur la prescription ou le conseil. Il est bienvenu d'encourager, de faire de la politique dans le but ultime de servir le peuple, allusion à ceux et celles qui sont pour des enseignements uniformes potentiellement libéraux ou élitistes. Quelles sont les principales doctrines de notre parti politique ? Les principales doctrines de notre parti politique sont la divitalisation et le chamisme. Définition. Divitalisation, action de divitaliser, c'est-à-dire de transmettre et d'assimiler la pensée divite. Divite, ensemble des communautés diva d'ascendance chamite d'Afrique et de la diaspora. Diva, contraction de l'expression Dieu de l'image vue d'Afrique. Divisme, doctrine des frères de l'Évangile, fondée sur les systèmes de pensée de l'école de la conception universelle de la sagesse, CUS. Les membres de cette école sont appelés les Cusites. Chamisme. Doctrine cusite selon laquelle le réveil, la renaissance et le progrès des nations africaines qui descendraient en grande partie de Cham, fils de Noé, passe par la restauration et la réhabilitation officielle de ce personnage par ses descendants naturels. Selon les érudits cusites, Cham aurait été victime de premiers coups d'état de conscience, involontaires ou volontaires, de l'histoire de l'humanité, visant à empêcher sa descendance naturelle, les Hamites devenus les Chamites, de jouir totalement de la grâce de Dieu, au même titre que les Sémites ou les Japhétites. Les Cusites rejettent l'idée selon laquelle la descendance de Cham aurait été maudite par Noé, à cause de l'indécence et de la probable mauvaise foi de Cham à l'égard de son père Noé. Pour les Cusites, Cham n'était naturellement ni foncièrement mauvais, ni moins sérieux par rapport à ses deux frères. Contrairement à la vision occidentale qui attribue à Cham un caractère moqueur et irrespectueux, la vision divite présente ce personnage comme étant un être ayant souffert d'immaturité et d'un manque de sagesse à une période de sa vie. En effet, pour les divites, Cham aurait été victime de son ignorance et de son insouciance. Ainsi, il n'a pas su quelle était la bonne posture à adopter face à la nudité de Noé, fidèle serviteur de Dieu. De même, il a cru bon qu'en rapportant ce malheureux incident à ses deux frères, ces derniers, qui fut probablement à ses yeux plus sage et plus mature, lui auraient certainement indiqué la meilleure conduite à tenir.
Mais il n'en a pas été ainsi, car à défaut de lui inviter à se repentir et de lui enseigner la bonne attitude à adopter dans ce cas précis, ils ont curieusement tiré la situation à leur avantage en se précipitant vers Noé, afin de couvrir eux-mêmes sa nudité. À la suite de cela, au réveil de leur père, ils se sont empressés de lui transmettre un rapport de la situation, qui montrait Cham sur son plus mauvais jour contrairement à eux. Ce rapport a manifestement poussé Noé à agir selon la chair, en la faveur de la descendance de Sem et Japheth, et au détriment de la lignée de Cham. Ainsi, Canaan comme tout le reste de la postérité de Cham sont tombés en disgrâce devant le patriarche du second ordre mondial Noé. Selon les Cusites, les descendants de Cham sont considérés comme des dommages collatéraux d'une malédiction patriarcale, déclarée sous l'effet de la colère. Le personnage de Noé est considéré par les Cusites comme celui qui a l'aube du second ordre mondial, qui correspond à l'ère post-diluvien jusqu'à la fin du Nouveau Testament, établi pour la première fois, le premier système de discrimination du genre humain, reposant sur la race charnelle. Ce système aux yeux des érudits Cusites a influencé les anti-hémites modernes et contemporains de façon négative, en les inspirant la création de concepts raciaux abominables tels la traître négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'apartheid et le racisme qui sont toujours d'actualité. Toutefois pour les Cusites, toute la lignée de Cham aurait obtenu le salut, avec la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha comme le reste de l'humanité. Ils ont donc ainsi, au-delà des mauvaises déclarations à leur encontre, été lavés et blanchis il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ. Le Messie, en réalisant la prophétie des oins de l'Éternel, a montré la voie aux Hamites repentis et aux nouveaux convertis en Christ. Les Cusites croient qu'en montrant la voie du pardon aux Hamites en particulier et à l'humanité en général, le Christ a brisé définitivement le principe de supériorité raciale, instauré par Noé en la faveur des descendants de Sem et Japheth. De même le Christ a confirmé l'existence d'une race spirituelle inférieure à l'homme appelée race de vipères. Cette dernière pour le peuple divite est à l'origine de nombreux maux dans le monde des vivants. C'est pourquoi la race de vipères incarnée par une entité satanique, démoniaque ou diabolique, est en vérité le principal ennemi de l'être humain, depuis le temps d'Adam et Ève, à nos jours jusqu'à la fin du monde. Être divitalisé, prendre conscience de son attachement au divisme, et accepter d'obéir librement à l'ensemble des principes, des codes de conduite, des règles ou des lois qui définissent l'organisation de la société divite, et régissent son fonctionnement dans le temps. C'est également l'action de porter et défendre l'ensemble des systèmes de valeurs qui structurent, caractérisent et conditionnent les membres de la communauté divite d'Afrique et de la diaspora. Mais c'est encore le fait de préparer ou d'introduire un kidam dans son processus de divitalisation. Objectifs généraux de la divitalisation. Instauration, fondation, institutionnalisation d'un réveil total et irréversible d'origine chamite ou hamite. Revitalisation complète et ininterrompue des nations et des républiques d'ascendance chamite ou hamite. Mise en marche et suivie d'un progrès généralisé et constant des élites chamites consacrées, mises au service d'une nation ou d'une république chamite ou hamite. Les objectifs spécifiques de la divitalisation. Susciter en chacun le besoin et la volonté de sortir de l'état d'endormissement intellectuel, psychologique, psychique et physique, ou de la léthargie politique, économique, sociale, environnementale, voire religieuse, afin de permettre l'adaptation et l'évolution des mentalités en fonction de la disposition temporelle et de la conjoncture. Faciliter la transfiguration naturelle des mentalités par le passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau, la transition réelle de l'étape du berceau, espace réservé à abriter un être primitif, à la terre promise, le progrès, la nouvelle terre, espace dédié à la vie d'un adulte. Veiller à la mise en disposition des chamites, des meilleures ressources pouvant être légitimement mobilisées, et œuvrer au développement des moyens ou des stratégies officielles ou officieuses à vocation offensive ou défensive, de premier choix nécessaires pour véritablement établir la prospérité, tout en garantissant la sécurisation du patrimoine chamite universel, légitimement et légalement constitué, transmis ou acquis. Les principales phases de la divitalisation évolutive. Une divitalisation primaire qui se caractérise par la maîtrise du capital intelligent ou de la matière grise.
2 Digitalisation secondaire qui se manifeste par un choc idéologique. 3 Digitalisation tertiaire qui passe par la digitalisation d'état de conscience. Les principales stratégies de la digitalisation. 1. Uniformisation de la conscience noire. Unifier les discours chamites et valorisation des doctrines pro-chamites. 2. Formalisation de la conscience noire. Favoriser la représentation idéologique des systèmes de pensée chamites et développer des systèmes de valeurs universelles à travers la gestion des phénomènes sensibles, intelligibles ou surnaturels théoriquement probables, techniquement possibles et potentiellement rentables pour le sang, le corps ou l'esprit. 3. Autonomisation et indépendance de la conscience noire. Limiter la tendance à l'assistanat volontaire des chamites ou amites et réduire le champ d'influence des systèmes qui tentent de coloniser la conscience noire et de la subordonner abusivement et illégitimement à notre insu ou en toute connaissance de cause. Les critères de sélection d'un sujet ou produit digitalisable. Un signe que l'on est un sujet dormant ou un produit bâillant. Absence de vision et de révélation formelle. Faible croyance en Dieu. Faible croyance en l'autorité. Faible croyance en l'État. Faible croyance aux institutions. Faible croyance aux sciences humaines, sociales et formelles. Faible croyance en autrui. Faible croyance en soi-même. 2 signes que l'on est un sujet ou un produit renaissant. Être éveillé, c'est-à-dire avoir la capacité de prendre conscience du monde dans lequel on vit, de sa nature, son organisation, son fonctionnement et les différentes interactions qui existent entre ses composantes. Être debout, autrement dit, avoir la force de se lever pour aller travailler, ou se révolter face à l'oppression et aux abus, avant de porter ce combat vers les institutions habilitées, afin d'obtenir gain de cause. Être initié, c'est-à-dire étudier et adopter au quotidien un système de pensée, dont les valeurs changent positivement notre statut ancien, en le remplaçant par un état nouveau, qui favorise véritablement de manière simultanée le développement, mais également la croissance personnelle et collective. Être un champion, c'est-à-dire avoir en soi le goût de la confrontation et de la compétition, et le pouvoir de se doter légitimement d'instruments de pilotage ou de moyens de gestion performants, ultra-performants pouvant nous accompagner dans nos défis quotidiens. Être maître de sa propre destinée par le moyen de la digitalisation. 3 signes que l'on est une entité du progrès. On est disciple auprès d'un maître. On n'est pas aliéné ni par une tâche, ni par son travail, ni par son emploi. On n'envie pas la chose d'autrui, et développant quotidiennement notre amour pour autrui. On aime la recherche et on apprécie les découvertes issues de nos rencontres, de nos différentes expériences personnelles mais également interpersonnelles. On est un passionné de voyage et on a une imagination sans bornes. On aime se cultiver et nous sentons en sécurité dans notre environnement. On dispose d'une grande capacité de renouvellement, en avons conscience, et savons nous en servir lorsque le besoin se fait sentir, ou que les circonstances l'exigent. Pourquoi refuser la subordination malveillante de notre peuple ? Nous refusons la subordination malveillante de notre peuple, parce qu'elle contribue régulièrement de manière flagrante à aliéner le peuple au profit généralement de ses dirigeants sans scrupules, en limitant maladroitement ou délibérément ses droits fondamentaux et vitaux, qui restent pris en otage ou maintenus en quarantaine par des hommes et des femmes de mauvaise foi. Nous refusons la subordination malveillante de notre peuple, parce qu'elle consacre les citoyens actuels à des pratiques courantes hautement malsaines, dépravées ou décadentes. Ce qui met clairement en danger l'intégrité de l'État, peut porter largement atteinte au développement d'une nation et à la croissance d'un pays. Nous refusons la subordination malveillante de notre peuple, parce qu'elle a une influence négative sur le capital intelligent, somme des matières grises, de la République consacrée à la prospérité, et à la sécurisation de l'état de droit à court, moyen ou long terme. Nous refusons la subordination malveillante de notre peuple, parce qu'elle hypothèque la destinée des futures générations en engageant directement ou indirectement son patrimoine matériel ou immatériel librement constitué, ou en cours de constitution, et en mettant en péril son bien-être, son savoir-être ou son savoir-vivre. Pourquoi nous considérons-nous comme une force d'alternance crédible ?
Nous nous considérons comme une force d'alternance crédible, parce que nous ne sommes ni des succursales, ni des filiales, ni des satellites du régime en place. Nous ne sommes en aucun cas la dame de compagnie d'aucun parti politique de la majorité ou de l'opposition. Nous n'avons pas vocation à être courtisés par un quelconque parti en vue d'obtenir des faveurs non méritées. Nous n'avons pas l'intention de nous montrer complaisants envers les dinosaures de l'arène politique, qui sont, ou qui furent aux affaires, dès lors qu'ils ne prennent pas en considération les attentes de la majorité du peuple de Dieu, qu'ils ne répondent pas correctement aux aspirations des populations, qu'ils appliquent des mesures politiques qui sont manifestement en total déphasage avec la réalité locale, mais aussi avec les exigences de la démocratie universelle. Nous ne comptons pas nous satisfaire d'un système qui a manifestement du mal à appliquer la bonne gouvernance de façon impartiale, ou encore d'assurer durablement la prospérité et la sécurité de l'état de droit. Nous nous considérons comme une force d'alternance crédible, parce que nous ne sommes pas la pâte à modeler d'un système politique désuet, ou en obsolescence programmée. Nous ne sommes pas le fruit de la création d'un homme. Nous sommes une œuvre de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une jeune formation politique, qui n'est nullement le produit de l'éclatement d'un parti politique borné, ou de l'émiettement d'une organisation à but politique d'arrière-garde, quelle que soit son orientation, son bord, son courant ou sa ligne de conduite. Nous sommes encore moins d'être le sac à papier d'une opposition de plus en plus contestée et contestable, qui semble être chaque jour un peu plus en perte de repère. Pourquoi dénoncer la juxtaposition de fortune ? Nous dénonçons la juxtaposition de fortune, parce que dans la plupart des cas, elle réconforte avec une certaine opalescence les principaux acteurs politiques du pouvoir établi, étouffe les potentielles voix discordantes, marginalise leur base électorale, qui finit souvent par se désolidariser de la lutte ou du combat politique, puis du jeu démocratique, avant d'abandonner la table des négociations, délaisser le recours au dialogue pour rejoindre massivement la rue, voire dans les calets. Plus extrême en arriver à s'accommoder à la vie du maquis, donc d'une vie en dehors du cadre de la loi et au mépris de toute règle de droit. Nous dénonçons la juxtaposition de fortune, parce que dans la plupart des cas la juxtaposition ne profite qu'à une infime minorité de la classe dirigeante de l'opposition, et contribue à nuire de manière significative à son image. De même, elle tue les foyers de véritables débats contradictoires dans l'état de droit qui constitue l'une des couches de la démocratie universelle. Nous dénonçons la juxtaposition de fortune, parce que d'un autre côté elle expose, les mis, à côté, du pouvoir à des actes de corruption susceptibles de les discréditer aux yeux du peuple ou des camarades militants. Pourquoi élaborer des propositions concrètes ? En tant que force politique d'alternance crédible, nous élaborons des propositions concrètes, parce qu'il est important d'offrir aux populations des idées, des concepts, des projets qui soient des alternatives sûres à un changement honorable, digne et excellent. En tant que force politique d'alternance crédible, nous élaborons des propositions concrètes, lorsqu'elles sont aptes à susciter le véritable réveil dans la nation à tous les niveaux. En tant que force politique d'alternance crédible, nous élaborons des propositions concrètes, capables d'entamer et de mener automatiquement la renaissance ininterrompue de notre peuple, les Chamites, descendants de Cham, fils de Noé, frères de Sem et Japheth, qui prônent sa réhabilitation et sa restauration officielle de ce personnage biblique noirci par les prêtres de la colonisation du peuple noir et leurs collaborateurs de couleur. En tant que force politique d'alternance crédible, nous élaborons des propositions concrètes, qui modélisent, représentent ou tracent la marche d'un progrès imminent et irréversible dans tous les domaines d'activité. En conclusion, la conscience noire n'est pas un mythe mais une réalité. Le Parti panafricain pour le droit de couple, ce n'est pas qu'une association politique, mais c'est également une idéologie, des doctrines, une ligne politique et un système de valeurs bien formé ou bien forgé. Ce dernier est non seulement mis au service de la structure fondamentale du foyer, qui lui-même est le laboratoire d'une nation, mais surtout organisé de manière à éveiller la conscience noire face à ses droits et ses devoirs, devant l'histoire, mais surtout devant Dieu. Notre engagement politique n'a pas vocation à créer de simples polémiques stériles ou des débats puérils, dans une société, qui est chaque jour davantage un peu plus divisée.
Notre positionnement dans l'arène politique n'a pas non plus vocation à divertir une opinion publique qui a de jour en jour un peu plus du mal à se faire entendre ou à communiquer. Notre engagement politique est avant tout porté sur la véritable restauration et la valorisation des personnes à majorité légale, et étant tout vivant une relation de couple par consentement mutuel, en dehors ou dans le cadre du foyer, en union connue mais en plus reconnue. Pour la bonne marche de notre activité, nous agissons dans un cadre organisé, fonctionnel et opérationnel, dans le strict respect des règles de droit. Par ailleurs, nous bénéficions également en interne, chacun, à son niveau d'un encadrement personnalisé ou collectif, de formations multiples visant à apporter à chacun, et à tous des outils, mais également des compétences nécessaires à l'emploi, et à la spécialisation individuelle dans le cadre d'une fonction spécifique au sein du parti ou d'un appareil affilié. Il est certain que le chemin que nous empruntons ne sera pas de tout repos. Voilà pourquoi les plus outillés devront soutenir ceux ou celles qui le sont moins. Voilà pourquoi chaque camarade devra veiller sur celui ou celle qui est à ses côtés. Ainsi, la chaîne de vie que nous formons subira des tensions, mais ne se rompra jamais. Elle pourra être soumise à une ou plusieurs pressions quelconques, mais elle ne pliera point. Elle pourra éventuellement se tordre, mais elle ne cassera en aucun cas. Elle pourra sembler pencher en notre défaveur un moment, et nous faire trébucher, parfois violemment, mais cela ne nous étonnera point, car nous savons en dépit de tous, que Dieu nous relèvera toujours, dès lors que nous resterons au service de son peuple, dès lors que nous appartiendrons à un même ensemble, mais aussi que nous formerons une même unité d'âme, de corps et d'esprit. Dès lors que nous resterons un et indivisibles, à défaut d'être vulnérables, nous resterons aux yeux de nos ennemis et adversaires invincibles. Nous croyons que notre mission est noble, légitime, mais aussi une question d'honneur. Nous entendons donc, non seulement garder une certaine hauteur d'esprit dans toutes nos entreprises, mais aussi comptons poursuivre le travail déjà entamé par nos prédécesseurs, nos mentors visant à libérer, à restituer, au peuple noir d'Afrique et de la diaspora les substances les plus fondamentales et vitales, qui lui ont été injustement enlevées, dérobées, placées en quarantaine ou mises en résidence surveillée par ses plus farouches opposants, les anti-hamites ou anti-chamites. Nous devons absolument laver l'honneur des chamites ou hamites, dont nous le savons grâce à la Sainte Bible les Africains descendraient tous en majorité. Ainsi, nous annonçons une nouvelle ère, c'est celle du réveil, de la renaissance et du progrès des hamites devenus chamites, qui s'accompagne de l'ascension dans tous les domaines d'activité possibles de la communauté divite. Cette dernière contribuera fortement au rayonnement de l'Afrique et des nations africaines jusqu'à la fin des temps, quel que soit le temps mais aussi les circonstances. Par Maël Kombila au Caredi, Mako ou Koma légendaire, président fondateur du Parti panafricain pour le droit des couples du Gabon. Moonstime.com audio.